Donc, suite et fin de l'entretien que nous avions eu par Zoom, de ce débat, avec différents thèmes qui ont été soulevés, que j'aimerais traiter en plus de vous montrer la vidéo avec vous. Donc, le premier thème était: la rencontre avec quelqu'un de pervers narcissique est-elle spirituelle? C'est une grande et vaste question. À un moment donné, j'en arrive même à dire, peut-être que le pervers narcissique est Lucifer, le porteur de lumière, et peut-être est-ce que c'est là l'invitation qui nous est faite à laisser briller notre propre lumière, à permettre à notre cœur de s'ouvrir. Je ne sais pas. En tout cas, ces attaques-là ont touché des parts de notre ego, ont touché des endroits sensibles que nous avons à travailler, même si, je le rappelle, cet autre ne parle pas de nous. Il ne parle que de lui. Par contre, notre susceptibilité, nos blessures montrent et démontrent bien qu'à cet endroit-là, nous avons un travail à faire. Alors plus j'avance dans mon métier, plus j'avance dans ma vie, plus j'ai le sentiment qu'il y a autour de mon cœur des sortes de météorites qui sont des empêchements à l'amour, des empêchements à ouvrir pleinement mon cœur. Alors travailler en psychanalyse, pour moi, c'est faire un petit peu l'inventaire de ces météorites. Je connais d'autres pratiques qui permettent parfois de purifier ces choses, mais à la limite, même si elles ne sont pas purifiées, nous savons qu'elles sont là en capacité de les accueillir. L'idée, malgré tout, j'ai l'impression que l'idée en cette vie, c'est de rejoindre son cœur, de laisser pleinement s'ouvrir son cœur. M'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, de rencontrer quelqu'un qui, malheureusement pour elle, mettait en place des mécanismes assez délétères. C'est dommage, elle est passée à côté de quelque chose de formidable, et puis moi aussi, si ça avait été autrement, si l'autre avait été autrement, ça aurait été différent. Ça, j'entends beaucoup chez les victimes de violences perverses, mais les choses ne sont pas autrement, elles sont ainsi. Et il nous faut accepter que il est difficile de faire le deuil d'un fantasme. Malgré tout, la réalité, quand on la regarde bien en face, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc oui, je pense que de toute façon, toute rencontre peut, si vous le souhaitez évidemment, avoir une connotation spirituelle. Ça va être développé, là, vous allez le voir dans la vidéo. Le deuxième point, on parle de castration. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Je l'emploie souvent, ce terme. La castration nécessaire, c'est de comprendre que nous ne sommes pas tout-puissants. Et ce qui est formidable, c'est tant que je vis dans le fantasme de toute puissance, quelque part, je vis dans le déni de mon impuissance. C'est peut-être pour ça que le mot de castration est bien choisi. Mais quand j'ai accepté cette castration, quand j'ai accepté que je ne suis pas tout-puissant, à ce moment-là, j'atteins ma pleine puissance. Et ma pleine puissance est autrement, généralement, autrement plus élevée, et même pour ceux qui se croient tout-puissants d'ailleurs, elle est autrement plus élevée que ce que j'aurais pensé. Je suis capable de beaucoup plus que ce que je n'aurais cru. Voilà. Donc, les deux premiers thèmes qui vont être développés. Un troisième thème va être développé. Moi, je vous propose de vous en reparler après la vidéo. Donc, je vous laisse regarder nos échanges et on se retrouve tout de suite après pour traiter d'un troisième thème. À tout de suite. On a affaire à des gens comme ça. Il ne faut surtout pas leur faire de cadeaux parce que si vous leur faites un cadeau, ils vont vous le faire payer. C'est un comportement induit. Oui. C'est-à-dire, ouais. Induit, c'est-à-dire que le mécanisme de défense pervers narcissique nous force nos victimes à adopter le même comportement pour survivre. Oui, ouais, en ça, oui, d'accord, ouais. Oui. C'est-à-dire que chez le pervers vient toucher aussi à la part spirituelle. Hein. Enfin, en tout cas, la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense, et encore plus quand c'est à l'encontre d'enfants, autant c'est acceptable quand c'est un adulte, puisque l'adulte est censé pouvoir se défendre ou conscientiser. Mais quand c'est un enfant, bon, on ne va pas répéter, mais l'adulte a le pouvoir de vie et de mort sur l'enfant. Donc c'est éminemment perturbant, voilà, parce que l'enfant, il peut rien faire. Notre pervers, c'est Lucifer, porteur de lumière. Ouais. Moi j'irai pas. Enfin, j'entends ça, mais pour l'enfant, je sais pas. J'ai pas la réponse à ça. De toute façon, pour ceux qui croient, on vit les épreuves qu'on a à vivre. Enfin, moi, ça relève de l'interprétation là, de la réincarnation, c'est-à-dire que moi, je le vois plutôt comme une vibration qui va de vie en vie, mais pas spécialement comme quelque chose. Ah, j'ai fait ça, donc je reviens dans l'autre vie, et il y a ça qui va. Donc là, je pose un bémol. Ouais. Est-ce que parce que vous avez affaire à quelqu'un de pervers, vous allez avoir un esprit complètement éclaté, comme je viens de le dire? Et est-ce que, justement pour ça, vous allez vous en apercevoir, et en faisant un travail, vous allez justement plus facilement vous rassembler que quelqu'un qui aurait eu une vie plus facile?
va être aussi un peu éclaté, mais moins. Donc c'est moins handicapant, donc il va moins faire de travail sur lui. Ouais, ouais, juste petit aparté, après je rends la parole. Comme moi, j'ai eu 11 ans de vie sans pervers, donc voilà, où c'était pas top, mais voilà. Et après, à l'âge de 11 ans, une personne perverse est arrivée dans ma vie, donc j'ai deux. Et du coup, j'ai pas l'impression qu'il faille forcément un pervers pour avancer ou se développer, mais ça, c'est mon point de vue à moi qui m'appartient. J'ai pas l'impression que dans la vie d'un enfant, quand je vois tout ce que ça vient détruire, ouais, voilà. Voilà, j'ai pas l'impression, mais ça c'est mon point de vue à moi. J'ai pas l'impression que j'aurais été quelqu'un de tellement différent, finalement, dans le bon, dans le bon de la chose, dans le côté constructif. Voilà. Sinon, j'aimerais bien Adolphe. poser une question. Oui, c'est justement comme vous parliez de Paul-Claude Racamier, Oui. et Oui. j'ai lu un passage de son livre qui disait que la femme perverse narcissique, elle a un côté phalloïde, et j'aimerais savoir comment se construit ce côté phalloïde. C'est en réponse à un père qui a été trop, je ne sais pas, violent ou bien trop effacé, ou bien qu'est-ce qui justifie cela? Elle a un côté femme quoi, vous avez dit? Côté phalloïde. J'ai pas compris. Phalloïde. Ah, phalloïde, pardon. Ah, Oui. mais toutes les femmes ne sont pas comme ça? Non. Le phallus, si j'ai bien Oui. compris la psychanalyse, c'est le Oui. fantasme de posséder quelque chose que les autres ne possèdent pas forcément. En tout cas, de posséder quelque chose qui fait que je vais être digne d'intérêt. C'est ça que Freud nomme le phallus. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la maman est avec son enfant en fusion, puis à un moment donné, elle le pose l'enfant dans le lit et elle va rejoindre le père. Et là, l'enfant se dit, le père possède quelque chose de plus que moi, sans quoi la mère resterait avec moi. Donc le père possède un objet magique qui n'est pas identifié en fait, et c'est ça que Freud nomme le phallus. Et toute notre vie, enfin une grande partie de notre vie, nous sommes à la recherche de ce fameux phallus. C'est peut-être une belle Ferrari rouge, ça peut être, j'en sais rien, moi. Et donc on appelle phalloïde quelqu'un qui se croit détenteur de cette toute-puissance. Donc ça peut être ma beauté, ça peut être mes seins, ça peut être... Donc pourquoi est-ce que des femmes ou des hommes peuvent être dans le pouvoir? Parce Ah, qu'ils d'accord. n'ont pas été castrés enfants. Parce qu'on leur a laissé croire qu'ils avaient le pouvoir. On leur a laissé croire qu'ils avaient le pouvoir. C'est-à-dire que parfois la mère dit à l'enfant, moi j'ai entendu une mère qui disait quand mon enfant est angoissé, je dis au père d'aller dormir dans le canapé et le petit vient dormir avec moi. Donc à ce moment-là, le détenteur du phallus, c'est l'enfant, mais c'est pas identifié quoi, ni comment. Effectivement, on peut avoir à ce moment-là affaire à des enfants qui vont devenir avec des sentiments de toute puissance. Absence de castration, nous aurait dit Freud. Et oui, absolument. Elisabeth. Oui, moi je voudrais savoir si l'amour ça existe dans le couple ou bien si l'amour c'est qu'une question avec soi-même et que le couple en fait c'est une espèce de psychanalyse constante. Voilà, où est l'amour là-dedans? Et l'amour dans tout ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire amour, déjà? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On nous bassine sans cesse avec ce mot amour, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Moi j'aime les caramels, j'aime le chocolat. Les Grecs avaient une dizaine de mots pour dire amour. Philae, porneia, etc. Non, pas etc. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors, souvent, l'amour, c'est un désir d'appropriation. Souvent, j'ai envie de posséder l'autre. Ça, on le prend pour de l'amour. Souvent, l'amour, c'est une dépendance. On appellera ça de l'amour aussi. Qu'est-ce que c'est que le bel amour? Alors, le bel amour, nous connaissons ceux qui ont des enfants. Un jour, on fait tout pour que nos enfants grandissent, on fait pour qu'ils soient le mieux possible. Et puis un jour, ils nous disent, ben, je m'en vais, je te laisse tomber. D'accord? Et bien sûr qu'on ressent une tristesse, le fameux nid vide, mais en même temps, on est heureux pour eux. D'accord? Ça, c'est le bel amour. Le bel amour, c'est quand on est heureux que l'autre s'en aille, s'il doit partir. Oui, mais quand on est en couple, on n'a pas forcément envie que l'autre s'en aille. Non, après, l'amour, je crois que c'est quelque chose que l'on trouve à l'intérieur de soi. C'est peut-être quelque chose à travailler, à cultiver. C'est difficile, c'est compliqué. Et puis, à la fin, il semblerait, c'est ce que nous disent les religieux, que l'amour, c'est l'essence même de notre univers.
Ah, hmm. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un couple? Ça, c'est à discuter plutôt avec votre conjoint qu'avec moi. Et je vous remercie beaucoup aussi pour votre confiance. Vous pensez que je vais vous répondre. Si vous savez, je serais déjà un Bouddha. Je sais que dans le tantra, on peut trouver des formes d'amour où à un moment donné, parce qu'on a fait un certain travail, le fameux orgasme que l'on a habituellement dans les parties génitales peuvent se faire au niveau du cœur. Ça, je l'ai vécu une fois. Et quand cette énergie monte et sort par le cœur, on est amour. Pas on aime quelqu'un, on Hmm. est amour. Et quand on est amour, on aime tout le monde au même niveau. Ça ne veut pas dire qu'on a des rapports amoureux qu'avec notre partenaire, bien évidemment. Mais à ce moment-là, le bel amour, le véritable amour, il est universel et dirigé dans tous les sens. Et c'est même pas, et ça ne vient pas de la volonté. C'est quelque chose qui nous surprend, l'amour en fin de compte. Voilà. Quant à l'amour en couple, eh bien, encore une fois, je vous renvoie à votre conjoint. C'est avec Non, lui que vous discutez. merci. Comment est-ce que tu as envie qu'ensemble, nous travaillons sur l'amour? Oui, oui. Peut-être avoir la définition du couple qui est autre. Faut pas non plus s'enfermer dans la définition du couple, de vivre à deux sous le même toit. On peut être un couple, et c'est ça l'amour. L'amour, c'est alors en latin c'est amare, c'est moins riche que le grec, mais des fois faut pas s'enfermer dans ce couple. On peut être un couple sans être dans un train-train, une routine. Ça peut être autre chose. Je vais vous citer, Elisabeth, je vais vous citer Rumi. Hmm. Rumi dit, ne cherche pas l'amour, cherche ce qui en toi fait obstacle à l'amour. Si je dis je fais une pointe d'humour, peut-être l'obstacle à l'amour et la vie de couple. Tel qu'on l'a imaginé, mais c'est lourd un couple, hein. C'est Oui. chargé de tellement de choses, surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. Vous devez vous marier à 25 ans, ça doit être plié, quoi. Vous devez déjà avoir un enfant. Et quand vous avez un enfant, on vous dit, mais et quand est-ce que nous fait le second? Oui, c'est vrai. On a toujours eu le serré, ce genre de choses. Voilà, donc c'est ça, un couple, c'est une fabrique à faire des gosses, hein. Et pendant que maman fait des gosses, papa, il va à l'usine. Il descend dans la mine, c'est pas beaucoup mieux, hein. Alors, Ben, c'est un enfer. Non, l'amour, c'est quelque chose qu'on doit repérer en soi et c'est quelque chose qu'on repérera autour de nous, hein. Je crois vraiment, je suis d'accord avec les croyants qui disent que l'essence de l'univers est amour, hein. Et j'aime beaucoup cette idée de dissociation puisque c'est sur ce sur quoi je suis en train de travailler. Et donc, il me faudra à un moment donné que j'amène une conclusion. Je pense que c'est là que j'amènerai dans mon livre. C'est il m'appartient de refaire unité, de trouver l'amour pour pouvoir refaire une unité avec l'univers lorsque je. Peut-être est-ce que c'est automatique? Tiens, je vous fais une proposition. Je vous emmène dans les religions, mais vous remarquerez que je suis multicarte, hein. Je n'aurais pas une préférée à une autre. Le Bouddha, qui est quand même quelqu'un qui semblerait un peu névrosé, même anorexique au départ, à un moment donné, il s'assied sous un arbre et il dit maintenant, je bouge plus tant que je n'ai pas atteint l'éveil. Et le jour où il atteint l'éveil, d'ailleurs on le voit souvent sur ses représentations, il a un petit sourire. Il est dans la joie, il est dans l'amour. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas parlé de ça, mais je pense que quand on est en amour, comme disait Québécois, avec quelqu'un, il y a une part de joie. Qu'est-ce qui nous met en joie dans la vie? Mais rien. Bah si, il y a des choses. C'est quoi les roses, enfin, les définitions de l'amour par chez les Grecs, il y a Mais voilà, vous présentez un amour causé. C'est-à-dire, il faut que je mange, moi par exemple, ma réponse, ça va être si j'ai suffisamment mangé de chocolat, alors je suis en joie. D'accord? Et si demain il y a une pénurie de chocolat, ben, je ne connaîtrai plus la joie. C'est affreux. Je suis donc dépendant. Mais il n'y en a pas qu'une joie, il n'y a pas qu'une joie. Tu parlais tout à l'heure de la joie, de la joie Le Bouddha, maternelle des enfants. Enfin, bon. le Bouddha ne mange pas de chocolat. Le Bouddha, il est naturellement en joie, naturellement heureux, naturellement en amour. Parce qu'il a atteint l'éveil. Vous voyez? Donc, il est à l'unisson de l'univers. Oui, parce que toi, tu parles d'une joie avec des quantités, des choses matérielles, tu vois. Oui. Et voilà, tu parlais déjà de posséder une voiture. Bah, ça, je dirais que c'est des petites joies matérielles. Moi, je te parle de la joie de ton émoi, de ce quand tu te sens J'ai entendu. en méditation. Qu'est-ce qui me met en joie? C'est là que j'ai réagi. C'est le qu'est-ce qui me met en joie. Mm.
Le Bouddha est en joie à partir du moment où il abandonne, où il a lâché prise complètement, complètement lâché prise. Et à ce moment-là, il nage dans la joie. C'est devenu son... Ouais, il a rejoint l'univers. Je suis d'accord avec toi, Jean-Charles, mais je pense que si on lâche prise, c'est qu'à un certain moment, on lâche prise parce qu'il y a un élan d'aller vers l'autre, enfin, d'aller vers, voilà, en tout cas vers quelque chose. Enfin, il faut qu'il y ait un élan, un déclic. Peut-être pas. Non, mais chacun sa réponse. Hein. Oui. Donc j'ai été interrogé, vous l'avez entendu, s'agissant de l'amour dans le couple. Est-ce que le couple est fait pour nous apporter l'amour? Eh bien, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Où est l'amour? L'amour, il est dans mon cœur. Il était déjà dans mon cœur avant que je rencontre cet autre. Et quand je dis j'aime l'autre, c'est pas exact. Hein. Je suis amour, mon cœur s'est ouvert. Alors effectivement, il y a des personnes plus inspirantes, des personnes avec qui on se sent mieux. Et là, nous nous autoriserons à ouvrir notre cœur. Donc, nous avons intérêt à rencontrer quelqu'un de confiance, quelqu'un qui nous fait du bien. Je suis d'accord avec ça. Mais nous n'aimons pas l'autre. Nous sommes amour. Et idéalement, nous devrions pouvoir même ouvrir notre cœur sans la présence de cet autre. À quoi sert le couple? Bon, je vais vous faire ma vieille réponse. Ceux qui me connaissent ont l'habitude. Un couple, ça ne sert à rien. Un conjoint, ça ne sert à rien. J'avais dit une fois, les enfants ne servent à rien. En tout cas, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est qu'ils ne servent à rien, justement. L'autre, c'est pas lui qui me met en amour, mais je suis tellement heureux, quand ça se présente bien, évidemment, de pouvoir partager cela avec l'autre. Voilà un petit peu les réflexions que je voulais ajouter à la vidéo que vous venez de regarder. Je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Si ce Zoom, j'ai l'impression que ça a beaucoup plu parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. On ne voit pas tout le monde hein, sur la vidéo. Si vous en avez envie, dites-le en commentaire et je vous en proposerai un d'ici la fin de l'été, si vous le souhaitez. Il nous faudra trouver un thème. Généralement, ça tourne autour des pervers narcissiques quand on m'interroge. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut, à le dire en commentaire. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer une petite cloche à côté de s'abonner pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Ah oui, une chose, dans les semaines qui viennent, je vais vous proposer des vidéos d'un style un peu différent. Je vais vous proposer mon voyage dans la jungle amazonienne, le dernier voyage que j'ai fait. J'ai ramené beaucoup d'images et d'interviews de chamans, d'herboristes, de personnes qui tiennent des lieux pour recevoir les gens là-bas. Vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.